Bonjour Roxane, Bonjour Clément, comment vas-tu? ça va bien et toi? J'aime cette petite intro en mode tout de suite on est suave, on commence un podcast, j'ai l'impression que c'est flip, c'est genre avant on parlait comme ça, maintenant c'est genre bonjour Roxane. Bonjour, Roxane, j'ai une question pour toi, nous avons une question pour toi. dites-moi tout. Comment te présentes-tu? Comment, c'est-à-dire il faut que genre Si tu devais te présenter nom, dans ton prénom, activité professionnelle ok. notamment. Qui es-tu, quoi? qui Oui. suis-je? Je m'appelle Roxane Tirbas, enchantée, je suis juriste spécialisée dans l'accompagnement des créateurs et des créatrices de contenu sur leurs problématiques juridiques. Aïe, aïe. Alors déjà, la première question, je pense que souvent tu dois te poser des problèmes, c'est quelle est la différence entre une juriste et une avocate par exemple? C'est une très bonne question, la différence c'est que j'ai pas passé le barreau. Ça veut dire que oui, c'est tout. C'est peux pas RFPA plaider, quoi. du tout. En fait, ouais, effectivement, je peux pas plaider, c'est-à-dire que je m'occupe que de la partie qui est précontentieuse. Et si jamais on a besoin d'aller jusqu'au dépôt de plainte, au procès, ce sera pas moi. Par contre, je travaille en effet avec des avocats qui, ils et elles, sont compétentes et compétents. Comme ça, on est vraiment un package un peu complet. Mais dans mon métier, en tout cas, je dois avoir 95% des dossiers qui se résolvent avant le contentieux. D'accord, donc c'est un mélange de, on va dire une partie conseil. Oui. Pour éviter d'avoir à justement faire appel derrière et pouvoir régler ça entre guillemets à l'amiable. C'est ça. En fait, mon job, ça consiste aussi d'intimider, je fais souvent cette blague, donc vous la connaissez, mais c'est pas en mode « j'ai ta femme et tes enfants », mais plus en mode « on va pas s'embêter à se taper des années de procès pour avoir un ou une juge tranchée. Trouvons une solution tout de suite. N'hésitez pas. » Et avec le sourire. En fait, tu veux dire que ta menace, c'est pas j'ai ta femme et tes enfants, c'est je les ai pas encore, mais j'ai l'adresse et je sais où je vais les mettre et pendant combien de temps je vais les garder dans la cave. Je ne peux ni infirmer ni confirmer cette affirmation. Très bien. Et donc, on a un changement de Premier ministre. Non, je plaisante. En même temps, qui sait ce qui se passera quand on aura diffusé ce podcast? Et quand on sort, rien, juste quand on sortira de ce studio. C'est vrai ça. que- Peut-être qu'il y aura un push notification sur. Donc, ouais, plus la partie conseil. Et comment tu t'es retrouvé? Alors, donc, tu disais, tu es spécialisé dans l'accompagnement des créateurs, créatrices de contenu. Comment tu t'es retrouvé à te spécialiser, on va dire, dans ce secteur d'activité? Par pur hasard. Ok. C'est que en sortant de mon master de droit de la communication et des médias, je suis allée au CNC, au Centre national du cinéma et de l'image animée, où j'étais stagiaire du CNC Talent, qui est un fonds d'à peu près 2 millions d'euros qui a été créé pour les créateurs et les créatrices de contenu. Et de ce stage, je suis passée en CDD. Et j'étais en fait sur 2 fonds à la fois, donc toujours CNC Talent et ensuite sur le fonds Image de la diversité, qui essaye de promouvoir la diversité dans toutes les formes de création, cinéma, audiovisuel, jeux vidéo. Et je me suis dit que en fait, moi, j'ai pas de télévision, par exemple, chez moi. Dès que je suis partie de chez mes parents, j'ai pas eu besoin en tout cas d'avoir une télé. Je consomme que du contenu YouTube, Insta, etc. Et je me suis dit que ce serait pas mal de peut-être pouvoir en faire quelque chose. Et en fait, voilà, c'est un peu par hasard. C'était un moment où il y avait une vraie demande, un Ouais. vrai besoin de la part De des ouf. créateurs et des créatrices, quoi. Ouais, de ouf. C'est vrai que tu es arrivé pile au moment où de plus en plus on voit ce phénomène de professionnalisation. Et se professionnaliser, c'est pas juste faire des vidéos de plus en plus grandes avec des trains, des avions et des stades privatisés, mais c'est aussi s'organiser sur le plan juridique, sur le plan économique aussi, c'est-à-dire de se structurer, etc. Et du coup, alors on a connu, nous, des moments épiques il y a à peu près une dizaine d'années avec nos amis les créateurs. Et justement, cette professionnalisation, c'est aussi de découvrir que sur Internet, beaucoup de personnes, comme tu le sais très bien, font beaucoup de choses Ouais. et se servent de... Je pense que l'argument que tu entends le plus souvent, oui, mais machin et machine l'ont fait, donc je peux le faire. Mm. Et du coup, il y a aussi beaucoup encore de grosses idées reçues, notamment sur les réutilisations d'images, de musique, d'extraits, voire le pompon même des idées, des concepts, etc. Qu'est-ce que c'est, selon toi, les plus grosses idées reçues qui posent problème aujourd'hui, ou qui mettent dans des situations compliquées les créateurs et créatrices de contenu? Après, en vrai, je trouve que c'est quand même normal de pas savoir ces choses-là. En fait, mon métier, c'est de les aider à faire leur métier. Je serais incapable d'être créatrice de contenu ou même de faire ce que vous faites vous. Donc, c'est normal qu'on puisse pas être au four et au moulin. Les idées les plus reçues, je trouve, qui peuvent un peu mettre en danger le modèle économique du créateur ou de la créatrice, c'est peut-être penser que l'image qu'on a ou les droits d'auteur qui sont attachés à la création qu'on a faite, déjà, il y a des droits d'auteur attachés aux créations qu'on fait, que ce soit des shorts, que ce soit du long format sur YouTube. Avec En la vrai, SACD, la SCAM. c'est ça. Mais en fait, il y a du droit d'auteur. C'est pas parce que certaines personnes comprennent pas forcément toute la richesse culturelle que ça représente qu'il n'y a pas de droit d'auteur, déjà. Et ensuite, que ces droits d'auteur, soit ils n'ont pas de valeur,
soit ils en ont si peu qu'en fait c'est à peine mentionné dans des contrats. Genre, alors tu vas me faire un réel, d'accord, et pour 100 balles, vas-y, on va faire de l'UGC ou un truc, ou alors au contraire très mal négocié. Après 100 balles, c'est bien pour commencer, hein. Mais voilà, un tout petit truc, quoi, et je vais pouvoir réutiliser ton image ad vitam aeternam. Tu vas te retrouver en, je sais pas, dans des grandes affiches du métro, sur le site, en bannière, machin. Ça, c'est absolument pas normal. Je suis jamais opposée à quoi que ce soit, parce que moi, ce n'est pas mon métier, d'être commercial ou d'être agent, surtout pas. J'ai beaucoup de respect pour ces professions-là aussi. Mais en fait, si tu veux en effet mettre ma tronche sur le site de ce que tu veux, il faut me le demander. Ça se monétise, quoi. Et ça se monétise. Et c'est donc tu parles, pour rebondir sur cet aspect contractuel, on va dire, ça fait pas si longtemps que ça finalement en France qu'il est obligatoire dans le cadre d'une collaboration commerciale entre un créateur, une créatrice, une marque d'avoir un contrat. J'imagine que tu es la première à avoir passé des contrats, encore une fois entre guillemets, c'est-à-dire comme tu disais, une page avec marqué, c'est un devis en fait avec 3 lignes en plus de conditions générales en 3 lignes. Qu'est-ce que c'est selon toi les points? Là tu viens de mentionner un point qui est important effectivement sur évite de te retrouver en 4x3, notamment à l'étranger. Donc territoire, durée, ce genre de... C'est quoi pour toi les points d'attention pour quelqu'un qui ne serait pas très à l'aise ou qui ne sait pas trop où recommencer à regarder sur un contrat, on va dire? Ouais, c'est une bonne question. Je fais genre que j'avais pas eu la liste avant. C'est une bonne question, laisse-moi réfléchir. Et il y a un top 3. Je pense que le premier, vraiment, c'est tout ce qui est exclusivité ou non-concurrence. Par exemple, moi, ça me va si, je sais pas, je vous dis une bêtise, hein. Je suis pas créatrice de contenu, mais j'ai un contrat annuel avec Typologie, par exemple. En plus, là, au moment du tournage, en tout cas, de ce podcast, on n'est pas très loin des fêtes de fin d'année. Enfin, on est en octobre, mais voilà. Admettons, j'ai un contrat annuel avec Typologie. Je peux comprendre que faire un placement de produit pour des marques qui sont concurrentes, ça peut poser un petit souci. Genre Yves Rocher, genre Martine Cosmétique, etc. Je peux concevoir, quoi. Mais déjà, s'il y a une clause de non-concurrence, il faut qu'on soit OK. Parce qu'encore une fois, ça se monétise. Et qu'on me donne la définition de ce que c'est qu'une entreprise concurrente. Parce que pour moi, en effet, Yves Rocher, c'est potentiellement une entreprise concurrente de Typologie. Mais ce que, je sais pas, moi, Sephora, c'est une entreprise concurrente ou pas. Donc qu'on soit bien clair si elle existe. Et même, je prends un exemple concret, on travaille beaucoup avec le moteur de recherche Ecosia. Ouais. Dans les contrats qu'on signe avec les talents, les créateurs et les créatrices avec qui on travaille pour faire des collabs avec Ecosia, il y a une clause de non-concurrence. Par exemple, Google, qui est un moteur de recherche, mais Google n'est pas que un moteur de recherche. Et donc, il est normal que le créateur ou la créatrice derrière nous demande aussi de préciser, par exemple, quoi chez Google. Parce que si vous avez des techs, si on me demande de faire une collab avec le Pixel Phone, Ecosia n'est pas concurrent du Pixel Phone, donc ils ont le droit de collaborer avec Google, mais sur quelle partie de Google, quoi. Donc c'est hyper intéressant ce que tu dis. Ouais. Tout ce qui est aussi, en plus, j'ai vraiment un top 3, des clauses qui peuvent poser problème. Donc tout ce qui est en effet non-concurrence, etc., ça c'est bon. Tout ce qui est cession de droit, comme je le disais un petit peu avant, toutes les créations, il y a vraiment des cas très très particuliers où là il n'y a pas forcément de droit d'auteur. Si on posait juste une caméra, que personne ne disait rien, qu'il n'y avait aucun travail d'éclairage, de composition, etc., là c'est difficile de trouver du droit d'auteur par exemple. Genre les lives, vous savez, moi j'aime bien. Sur YouTube, il y a un live sur les je vais y arriver, les méduses dans un aquarium à Sydney. Moi j'aime bien. Genre il est 21h, il fait grand jour là-bas et tu regardes en mode genre elles vont bien, enfin c'est super. Là c'est difficile de reconnaître le droit d'auteur parce qu'il n'y a pas vraiment d'effort intellectuel, que ce soit moi qui réalise le live ou que ce soit Clément, ou que ce soit toi, il n'y a pas de grande différence. Tout ce qui est droit d'auteur, forcément, session de droit d'auteur, bien sûr, les sessions qui durent, genre quand on vous dit durée légale, c'est 70 ans à partir de la mort de l'auteur. Donc c'est un peu long. Enfin, déjà, c'est un peu long, point. Mais c'est un peu long, encore plus pour Internet. Vraiment, 1 an ou 2 ans, je pense que c'est pas mal, déjà, pour avoir en effet un partenariat. Et 3e clause, qui va vous surprendre, pas du tout, c'est tout ce qui est, pourquoi pas, rémunération. Pas le montant. Moi, le montant, ça ne me regarde pas, enfin, sauf si on me demande de négocier, je peux tout à fait négocier le montant. Une négociation, c'est que des leviers qui vont s'actionner. Je suis d'accord pour laisser tomber ce truc-là, mais il va falloir que tu me donnes ce truc-là en contrepartie. Le classique, quand on a beaucoup d'intermédiaires,
c'est oui, mais tu seras rémunéré quand nous, on aura été payé en tant qu'agence. En fait, moi, mon travail, c'est de représenter les intérêts du créateur ou de la créatrice. C'est pas mon problème, en fait, que vous soyez payé ou pas. Nous, c'est payé à 30 jours. Hein. Et parfois, on se retrouve à des délais, mais 120 jours, 1 an. Parfois, il y avait même des gens qui avaient fait en yens. Et en fait, il n'avait pas précisé. Et genre 10 000 yens ou 10 000 balles. Enfin, 10 000 euros, je veux dire, c'est pas la même chose. J'ai eu cette conversation avec un créateur il y a à peine 2 semaines où en effet, il me disait, mais est-ce que c'est normal que tu crois que mon agence, elle m'a toujours pas payé Non. pour un truc des 60 jours? Je dis, bah, ta facture, elle est sur 30 jours. Et ils me disent qu'ils me paieront que quand le client me paye. Ouais, mais c'est pas notre problème. Hein. Et l'agence, qui est une grosse agence, C'est répond, souvent, ouais. ben oui, mais tu comprends, nous, on a des salariés à payer, machin. Et donc, toi, en tant que créateur, t'as pas des monteurs, des media makers, Bien sûr que toi aussi, tu as des frais. Ouais, puis on est tous des partenaires. On est tous des partenaires commerciaux, en fait. Tu te comportes comme un professionnel, je me comporte comme une professionnelle. On a tous les mêmes problèmes. Hein. Et je comprends que, je sais pas, une grosse marque ait besoin de 60 à 90 jours pour payer. Je peux comprendre. Mais dans ces cas-là, tu prends un compte, tu fais quelque chose, mais tu essaies de gérer. Ou alors, au moins, tu préviens le talent quoi, en disant je pourrais pas te payer avant 60 jours. Déjà, au moins ça, quoi, mais une transparence. Quoi, mais en plus, il y a cette situation bizarre de... Donc, corrige-moi, hein, j'adore dire des trucs comme ça sous statut de validation par une juriste. Dites-moi tout. Non, mais tu vois, cette idée que sur les factures, il y a les taux de retard, les pénalités de retard, pardon, cherchez le mot. Mais il y a ce truc de comme c'est ton agence, tu as déjà fait des collabs, tu vas en faire d'autres. Là, dans le cas que tu cites, par exemple, il y en a une qui est en retard, bah, tu vas leur demander gentiment. Alors que si ça avait été un client de base, au bout de 32 jours, tu aurais peut-être envoyé un premier mail un peu de menace, entre guillemets, en disant tiens, la facture, on en est. Là, on te fait attendre, tu sais qu'elle va peut-être être payée, tu vas pas te lancer en disant regardez, vu que vous avez 30 jours de retard, vous me devez tant. Donc il y a des fois, il y a ces trucs un peu bizarres de quand c'est des clients réguliers, ils sont en retard, mais tu peux pas trop sortir l'écro, tu es obligé de faire genre bon, bah, on fait un peu de diplomatie, mais en même temps, la diplomatie, au bout de 120 jours, enfin, comme tu. Mais c'est ce qui me plaît dans mon métier, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'enjeux à mettre en balance. Et en fait, même, je sais pas, je dis une bêtise, hein, parce que c'est pas un vrai fait, c'est pas des vrais stats, quoi. Je pense à peu près 60% des dossiers que j'accompagne, on sait pas qu'il y a quelqu'un derrière. En fait, j'écris comme si j'étais le créateur ou la créatrice de contenu, à base de formules pas trop passive-agressive, sauf si la personne me dit tu peux y aller, hein. Il me semble que machin, mais je comprends pas ce truc-là dans le contrat, j'ai pensé qu'on a fait ça et c'est pas ça qui est écrit. Quid et mais en fait j'interviens en sous-marin quoi. En tsum-tsum, oui, j'essaie de trouver voilà. Et pourtant quoi de plus jouissif que d'envoyer une relance avec en CC quelqu'un dont l'adresse est genre Roxane @cabinet ou nom d'une société.fr. J'ajoute en copie la juriste qui m'accompagne. Ça Roxane, m'arrive aussi, parfois genre de juste être un homme de paille, en fait, en disant voilà, on a toujours pas reçu le paiement, maintenant adressez-vous à ma juriste, et je suis en mode c'est marrant parce que vous avez exploité la vidéo de mon client, et si vous l'avez exploité et que vous l'avez pas payé, ce serait pas de la contrefaçon genre C'est 3 ans d'emprisonnement, 300 000 euros d'amende. Selon l'article 723, il y a 4 que effectivement. Presque, L335-2 du code pénal. Oui, pardon. C'est lundi. Du code de propriété intellectuelle. Mais parfois, en fait, ça peut. En fait, c'est ce que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est que les journées se ressemblent pas du tout. Et en fonction de la personne, du temps que il ou elle a apporté à son dossier et de la charge émotionnelle que ça peut représenter, j'interviens de 0 à 100, quoi. En fonction. Il y en a qui me disent je veux pas regarder, je m'en fous, fais ce que tu veux. Enfin, limite, hein. D'autres qui me disent je préfère quand même rester un peu la personne en front et tu me rédiges les mails et en fait comme ça on fait passer des trucs en scred effectivement. Ouais. Ça peut, ou alors tu as aussi la technique qui peut être intéressante, notamment si en tant que créateur ou créatrice vous n'êtes pas accompagné par un ou une juriste, c'est de commencer à utiliser des formules qui laissent à penser qu'il y a quelqu'un en BCC en copie cachée. Ou d'un coup, tu étais un peu à la cool et d'un coup, tu fais, comme tu dis, il me semble d'ailleurs, en ayant retrouvé l'article machin, que et là, ils peuvent se dire, attends, c'est bizarre quand même. Oui, il y en a pour qui j'ai fait une petite banque d'éléments, en fait, copier-coller, petit mail et youpla. Ça peut aussi. Moi, j'ai déjà un truc à dire, parce que je sais pas si vous le voyez, mais tu as quand même des chaussettes incroyables avec j'ai pas réfléchi des macareux. C'est beau, magnifique. Voilà, je voulais de préciser pour ceux qui ne le voient pas. On mettra le lien vers le modèle de chaussettes. Et alors moi, j'ai pas vu les questions, donc je sais pas si tu as cette liste de questions. Sur les chaussettes j'en avais pas, je t'avoue que là, tu me prends un peu de cours. Est-ce que tu as réfléchi un petit peu à toutes les implications que les nouvelles fonctionnalités annoncées par YouTube qui vont arriver prochainement va avoir et notamment
le fait de pouvoir remplacer, et je parle donc contractuellement, de pouvoir remplacer les publicités. Tu sais, ils ont, je sais pas si tu as vu ça, qu'ils ont prévu que ça sera un encart pub et que tu peux modifier. Donc ça veut dire que tu vas devoir faire un contrat sur une durée définie, avec potentiellement une mise à jour. Enfin, je trouve que contractuellement, c'est hyper intéressant ce que ça implique. Quoi. Tu sais, il y en a qui le font déjà, mais c'est un... En fait, je sais pas. Parce que y a des personnes qui ont commencé en effet à me poser la question, parce qu'il y en a par exemple qui me payent genre tous les mois et qui me disent bon bah je t'appelle et en fait je suis leur service juridique externalisé. Et en effet il y en a qui m'ont posé la question et en fait je sais pas si c'est une violation contractuelle ou pas. Parce qu'en fait, si le contrat dit juste on poste une story Insta ou plutôt on poste une intégration YouTube en pré-roll, mid-roll, post-roll, etc. de 60 secondes avec ses mots-clés, etc., etc. Moi, je pense que la prestation, elle a été en effet exécutée. Et si c'est genre depuis 5 ans, bon, je pense qu'il n'y a pas de grand risque. Peut-être juste demander à la marque, c'est ce que je fais en ce moment, c'est de demander à la marque est-ce que on va enlever le placement de produit. Si vous voulez qu'il reste, il faut repayer. Ça, pourquoi pas. Mais il y en a qui le faisaient déjà un petit peu parce qu'il me semble que dans le YouTube Studio, on peut modifier une vidéo. Et ça, c'est ça. Couper, ouais. Donc il y en a qui le faisaient déjà aussi un petit peu. Mais là, du coup, tu vas pouvoir... En fait, c'est par exemple, je sais pas, tu vas pouvoir proposer à une marque de faire une inté pour toute une année, mais modifier selon la saison. Ouais. Tu vois, donc on arrive sur Black Friday, tu donnes un code spécial, c'est Noël, tu proposes le nouveau produit, machin. Et donc, tu vois, c'est toute une réflexion autour des contrats qui est un peu différente, je trouve. Ouais, mais je trouve que c'est chouette parce qu'en fait, un contrat, c'est censé être un document juridique qui doit s'adapter à la réalité. Donc, en effet, mais par contre, il faut réfléchir un peu en amont à comment est-ce que tu vas t'organiser toi avec la marque. Parce que parfois, même typiquement, ce qui me saoule un peu, c'est de penser que toutes les prestations qui nous, dans notre tête, genre de marque, c'est évident que le créateur ou la créatrice va les faire, bah, c'est des choses qu'il faut prévoir. Par exemple, le lien affilié, l'utilisation du hashtag, le tag, etc. Je suis désolée, mais c'est des choses qui se... Je suis pas désolée, en fait. C'est des choses qui se négocient, en fait, avant, parce que ça a de la valeur. Donc, en effet, je pense que ça va rendre le contrat plus modulable, mais je pense qu'au contraire, c'est plutôt chouette. Je trouve ça très chouette. C'est intéressant en tout cas. Après, donc, pour vulgariser encore plus, c'est ce qui existait déjà dans le monde du podcast. Quand vous écoutez un podcast, il y a des publicités dynamiques qui sont même des fois annoncées en disant voilà, maintenant un petit mot. Et souvent, c'est enregistré par le créateur ou la créatrice qui porte le podcast. Mais c'est vrai que ça ouvre la porte effectivement à dire même... alors, moi d'expérience, j'ai l'impression que la majorité des contrats que je vois passer, il y a quand même cette idée d'inclure dans le contrat que les contenus dits non éphémères, donc des reels ou des vidéos longues, doivent rester au minimum en ligne une certaine durée et que passer cette durée, en théorie, en l'état, maintenant, ça pose la question, effectivement, avant, tu pouvais juste la retirer. Maintenant, si tu la remplaces par quelqu'un d'autre, c'est ça. Est-ce que tu estimes que c'est... Bon, après, ça dépend des chaînes. Il y a des chaînes qui ont des contenus ou des comptes qui vivent dans le temps. D'autres, c'est très... En fait, sur 2 mois, la vidéo, elle a fait 99% de ses vues, des choses comme ça. Donc, ça va être assez chouette. Ouais, sur TikTok, en effet, ça a du sens. Mais sur des vidéos plus catalogues, entre guillemets, sur YouTube, bon, à voir, quoi. Parce qu'il y a des vidéos, en fait, vous le savez bien mieux que moi, parfois, tu as des vidéos qui explosent, mais genre 3 mois plus tard, 1 an plus tard, et t'es en mode « Ah d'accord, j'ai pas compris, mais pourquoi pas ?» Mais ça tombe bien, car cette vidéo est sponsorisée par les chaussettes de Roxane. Ça pourrait. Je me serais pas bloqué le dos et que j'aurais plus de souplesse, je vous les montrerai, mais en effet, je les aime bien. On mettra le lien avec le code Roxane, bénéficier de 15% de réduction. Je connais même pas de site qui vend des chaussettes, en vrai. Enfin, je sais pas si j'en ai en tête, mais je les citerai pas. Je ferai justement une intégration dynamique. J'arrêterai ce podcast et vous entendrez un placement dynamique sur les chaussettes générées en IA, quoi. Tout en respectant, bien sûr, les principes de la RPP et de la loi du 9 juin 2023 sur la transparence économique. Bien sûr. Non, on va pas parler de la RPP, on n'est pas comme ça. J'ai vu les derniers chiffres, là, 84% des influenceurs, puisque c'est le mot qu'ils utilisent, respectent la loi, apparemment. À Skip. Mais en effet, ça me paraît beaucoup. Je trouve que franchement, c'est pas mal. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui est un tout petit peu frustrant, je trouve, c'est que en effet, je parle pas des créateurs ou des créatrices de contenu qui s'en fichent complètement, qui sont en mode ouais, je vais faire des placements de produits, crypto, jeux, casino, oh là, les casinos en ligne, mon Dieu, tout ce qui est tabac et trucs comme ça. Bon là, en effet, t'es en mode t'as cherché, en vrai, t'as cherché. Mais je trouve que c'est pas hyper évident. Notamment, tu vois, si je fais un placement de produit pour ma propre marque, est-ce que c'est un placement de produit normal, en fait ?
Ou je voulais parler Tu parles d'alcool. du Chao Kombucha, par exemple. Bah, en vrai, ouais, ou même Ouais. sur les marques d'Amixem, etc., où en effet, c'est des choses qui sont pas forcément évidentes, parce que tu dis, bah, c'est ma marque à moi, donc je vois pas. Mais en fait, dans la définition de la loi, bah, en effet, c'est quand même la promotion d'un produit ou d'un service. Donc, Et bah, Chao Kombucha, sur la vidéo du train, ils l'ont fait. Au début, je Ouais. sais pas s'ils l'ont corrigé parce qu'il y a eu un peu de bruit autour de ça, mais ils l'ont marqué dans la description que bah ouais, il y bah, avait si une c'est un placement de collaboration produit, commerciale avec Chao Kombucha. bah normal, hein. Ouais, En vrai, enfin, normal, moi, si j'avais une marque, je me gênerais pas, hein. ouais. Ouais, il vaut mieux te surbaquer. Après, il y a l'autre sujet qui est en plus, je trouve pas mal d'actualité en ce moment. Ça fait plusieurs fois que j'ai les demandes spécifiques de marques ou de clients qui demandent, par exemple, notamment sur Instagram. Donc sur Instagram, quand vous faites une collaboration avec une marque, au moment de mettre en ligne, vous avez la petite case à cocher. Il s'agit d'une collaboration commerciale. Et comme j'imagine que le discours officiel va à l'inverse, que tu te rends compte qu'à contenu équivalent, du moment où Ouais. tu coches collaboration commerciale, tu vois ta portée et tes stats de base qui diminuent, bah, je commence à avoir des clients des marques qui disent bah, en fait, ne cochez pas cette case, marquez-le clairement sur le contenu, mettez-le en description, mettez même le hashtag si vous voulez, mais juste ne cochez pas cette case-là, quoi. Donc il y a ce truc un peu bizarre de. Ouais, sur les fonctionnalités Voilà. organiques. Après, ceux qui s'amusent à l'écrire en caractère 6,5 Ça, c'est pas dans du un jeu, petit ça. coin, etc. Alors après, qu'est-ce qui est lisible, pas lisible, il y en a qui jouent un peu là-dessus et tout, mais c'est vrai que ça. J'avais C'est une pas marque, parce que tu sais, en effet, quand on envoie un brief, et si on fait référence au brief dans le contrat, le brief a la même valeur que le contrat, parce qu'en fait, je ramène un document dans le pouvoir contractuel du document, quoi. Il y en a qui avaient demandé de l'écrire blanc sur blanc. Oui, bien sûr. Et je suis en mode, en vrai, pas de souci, pour 1 million d'euros, il n'y a pas de problème. Parce qu'il faudra quand même couvrir Et l'amende ouais. de la DGCCRF et le petit contrôle en mode bam bam chez toi à 6h du mat pour regarder en effet tous les éléments que tu as pu choper. Et puis la brigade commerciale de la DGCCRF, ils rigolent pas, quoi. Donc en effet, Donc, si tu une le marque dis bien. te demande. DGCCRF. DGCCRF, DGCCRF. C'est normalement Tu que le tu dis as bien, dû faire. Enfin, quand tu as utilisé une ou deux fois ce nom pour menacer des gens, tu t'en souviens après. Non, mais en vrai, c'est une question de responsabilité, tu vois. Ouais. Et encore une fois, tout est négociable. Si la marque, elle y tient d'écrire des éléments comme ça, blanc sur blanc, bon, bah, si le créateur ou la créatrice est d'accord, moi, je déconseille, mais pourquoi pas, mais c'est encore une fois une valeur. Vous prendrez en charge tous les frais Bah, en vrai, juridiques ouais. éventuels. Quoi. Tu prends en charge Ouais. tous l'amende, les frais juridiques, etc. Parce que pour nous, encore, c'est à peu près capé généralement à 30 000 euros. Mais en Italie, par exemple, il y a une influenceuse qui s'est fait tacler 1,2 million quand même d'amende. Donc, ça peut faire un peu mal au chiffre d'affaires. Ça peut piquer. Et si. Après, il y a toujours ce sujet... ce que j'ai trouvé un peu problématique dans les premiers, on va dire, coups de filet qu'il y a pu y avoir côté répression des fraudes, etc., c'est qu'ils sont allés taper, notamment à la toute base, au début de la loi influence, de la loi dite influence, d'aller taper sur une ou deux personnes qui, une fois, avaient fait un truc pas bien, là où à côté, en face, il y avait des personnes que tout le monde était prêt à montrer du doigt en disant « Regardez, là, il y a un gros problème. Oui, mais machin, sur ces 40 collaborations, une fois, il n'a pas mis collaboration commerciale, donc on va l'afficher devant tout le monde publiquement et dire que c'est pas bien. » T'as genre « Oui, alors du coup, c'est bien de le faire, mais en même temps, il y a peut-être d'autres priorités à gérer. » Bon, c'est dur à gérer aussi parce que on sait que c'est un milieu, même en travaillant dedans, qui peut être compliqué, qui va vite. Donc, à l'échelle d'une loi et du juridique et du législatif, j'imagine que c'est Puis quand tu sais encore pas, autre chose, quoi. enfin, si personne te le dit, tu peux pas deviner. Tout ce qui est gifting, par exemple. À fond. Moi, depuis en effet 2023, c'est quelque chose que je déconseille quand même assez parce qu'en fait, il n'y a pas de. Je suis pas fiscaliste. Je ne sais pas. Il faut se renseigner auprès d'un comptable ou d'une comptable. Mais d'expérience, il me semble que le gifting, en fait, c'est le cadeau, ça n'existe pas. C'est une contrepartie pour une prestation. Et en fait, s'il y a contrepartie, du coup, il y a prestation, du coup, il y a TVA. Du coup, il faut payer de la TVA dessus, techniquement. Et en fait, c'est vraiment dans les us et coutumes, un peu moins maintenant, j'ai l'impression, mais genre la valise Sephora, tous les cadeaux de la Fashion Week, des choses comme ça. En fait, si tu sais pas, bah, tu peux pas deviner, quoi. Bah, puis il y a le doute en plus, il y a gifting, je t'envoie 2 boîtes de céréales et je t'envoie un écran plat à 2 000 €. Enfin, il y a aussi, je pense que certaines qui reçoivent, je sais pas, 2 produits pour le visage ou des boissons énergisantes pour une valeur de 50 €, peut-être qu'ils vont pas avoir le réflexe de dire sur ma déclaration de revenus en tant qu'indépendant, je vais devoir déclarer ces 50 € là aussi, quoi. Ça se fait beaucoup pour les UGC, par exemple. Ouais. En fait, ce que je recommande, moi, perso, mais encore une fois, je suis pas fiscaliste ni comptable, mais c'est par exemple, si j'ai besoin d'un produit pour réaliser ma prestation, genre parler du dernier sérum Garnier, L'Oréal, Typologie, Martine, enfin ce que vous voulez, je l'achète moi et je te le refacture sous la forme d'une facture dans ma prestation en entier. Comme ça, il n'y a pas forcément de mauvaise surprise à l'arrivée de vous avez payé la TVA Oui. Sûr. Et en fait, c'est pas forcément Surtout évident. Quoi. selon les montants en jeu. Comme tu dis, si tu reçois 40 € de produit,
Oui. Bon, vous nous devez tant, c'est OK. Si tu as reçu une télé ou une console ou un bureau gaming, une chaise de gamer à 600 €, plus ça, ça commence à piquer un petit peu. Sauf que si tu le refactures, tu payes des impôts dessus sur les revenus. Ouais. Ça rentre dans tes revenus. Il me semble. Hein. Ouais, mais donc du coup, tu fais une plus grosse facture, donc tu es une plus imposé. grosse- Oui, 27 bah €, ça ouais. c'est. Ouais, mais donc du coup, Mais plutôt que de Ça fait chier la l'avoir en marque cadeau, par contre. Ouais. ça fait chier le créateur aussi. Ça peut. Il doit payer lui plus d'impôts. Ça dépend de ton plutôt que statut. d'avoir reçu. Ça dépend du statut. Ouais. Quelle belle transition. Et j'avais justement une question sur les indirects. Waouh. Non, mais c'est une vraie question parce que il y a le sujet de la TVA. Et alors, toi, d'expérience, même si tu n'es pas fiscaliste, et on le rappelle, on mettait la petite astérisque. Non, mais en vrai, c'est j'ai encore à peine compris mes propres impôts. Donc vraiment, il Ouais. faut pas que ce soit trop élevé. Tu vois, alors, à ce moment-là, les personnes avec qui tu travailles, en créateur et créatrice, quel est le plus souvent leur statut? Est-ce que c'est plutôt micro-entreprise, Ouais, SAS, micro. SARL, micro-entreprise? En vrai, on commence toujours par la micro, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Et puis, il y en a beaucoup, tu sais, qui ont besoin d'avoir une activité salariée, par exemple, à part. Il y en a beaucoup qui sont payés aussi en droit d'auteur. Et après, en effet, on évolue dans la création d'une personne morale à part, ce qui est souvent en question pour la micro-entreprise. Mais on commence très souvent par la micro, ouais. Oui, ce qui fait qu'il y a c'est beaucoup plus compliqué, comme tu disais, Chris, de jouer sur la trésor, de toucher de la TVA ou d'acheter des trucs hors taxe, de récupérer la TVA ou justement de pouvoir se dire, bah là, j'ai touché une facture plus élevée, mais en fait, je vais pas forcément être imposé dessus parce que c'est du chiffre d'affaires, non pas du bénéfice des trucs. Donc, ouais. Quand tu es en micro-entreprise, effectivement, quand il y a de l'argent qui arrive, a priori, sauf remboursement de notes de frais et encore, il faut vérifier, etc., c'est 25% d'URSSAF plus les impôts. Bon. En vrai, il faut pas hésiter à demander à un ou une comptable parce que moi en tout cas quand je ne sais pas, je dis que je sais pas, il vaut mieux, je pense. Et même pourquoi pas demander à ChatGPT des choses comme ça. Mais en fait, le problème c'est que dès qu'on a une requête qui est complexe, même pour lire les contrats, moi j'ai beaucoup de gens qui arrivent un peu a posteriori en mode salut, j'ai lu le contrat avec ChatGPT, je crois que je me suis fait entuber. Oui, fort possible, parce qu'en fait, dès que c'est complexe, c'est l'intelligence artificielle, je dis ChatGPT parce que c'est ce que j'utilise moi perso, mais l'intelligence artificielle, ça peut être un peu compliqué au-delà de tout ce qui est données confidentielles, RGPD, tout ça, il faut faire très attention. Mais dès que c'est complexe, il faut vraiment mieux, même juste demander, quitte à ce que je dise, en effet, là, dans le contrat, il faudrait renégocier ça, il faudrait bouger ça, etc. Ça va coûter tant, que la personne me dise, c'est un peu cher, je peux pas. Quitte à peut-être trouver une autre façon de fonctionner pour que ce soit moins cher pour la personne, etc. Mais il ne faut pas hésiter à demander à des personnes qui savent, parce que c'est... Encore une fois, moi, je serais incapable de faire ce métier, moi, de créatrice de contenu. J'admire beaucoup les gens qui le font, de faire preuve de créativité, de faire preuve de résilience, parfois, il y a des trucs qui fonctionnent, des trucs qui ne fonctionnent pas, tu sais pas. Moi, je n'aime pas ne pas comprendre. Donc, en fait, ça me frustrerait beaucoup. Mais il ne faut peut-être pas non plus... inventer des concepts comptables ou juridiques quand on ne sait pas, parce que les conséquences peuvent être graves, quoi. Là, j'ai une créatrice, par exemple, qui s'est qui s'est tapé un rattrapage de TVA, mais un truc, genre 35 000 €, mais parce qu'en fait, l'administration n'a pas trop réfléchi à quel est le taux de TVA qu'on applique. Du coup, j'appelle mon comptable préféré, en mode help, et en fait on a réussi à faire baisser de moitié en fait ce que la personne devait et à trouver un échéancier auprès des impôts. Mais en fait c'est hyper violent, tu vois, tu reçois une lettre en effet des impôts, etc. en mode bonjour, c'est 35 000. Tu regardes la ligne à la Bisous. fin, tu vois 35 000. Ouais, c'est ça. Tu te dis pourtant j'ai tout fait comme je pensais qu'il fallait faire, et en fait c'est pas toujours évident, quoi. Mais c'est un peu en plus, moi, je sais que je peux comprendre un créateur, une créatrice, comme tu disais, qui a créé sa micro-entreprise, qui commence à gagner un peu sa vie ou à réussir à s'en sortir financièrement avec ça, de ne pas vouloir forcément voir... c'est un poste de dépense qui n'est pas forcément prioritaire. Je comprends, ouais. Ça va plutôt être, est-ce que je peux avoir quelqu'un qui m'aide en montage ou sûr. quelque chose comme ça. Mais d'un autre côté, on a vu aussi, tu en as vu encore plus que nous, des personnes qui ont signé parfois des contrats qui les engageaient, notamment avec des grosses agences, sur 1 an, qu'ils n'avaient pas fait relire avant. Et une fois que c'était signé, au final, ils se retrouvaient à perdre beaucoup plus en argent que ce que ça leur a coûté de dire, je sais pas, j'ai pas une idée des détails, mais quelques centaines d'euros pour que quelqu'un relise ce conseil que tu aurais récupéré après. Mais je comprends aussi, c'est des dépenses à anticiper. C'est comme dire, va peut-être chez le kiné ou l'ostéo avant de t'être blessé pour renforcer ce qu'il faut l'être. Parce que j'ai un patch chauffant, parce que je me suis bloqué une côte. Du coup, je vous regarde un peu en mode Batman, en mode haha. Mais oui. Peut-être que maintenant, tu vas dire, je vais peut-être aller plus souvent chez le kiné et où l'ostéo. J'ai trouvé un super ostéo, voilà, qui est très gentil. À Lyon? Ouais. À côté de chez toi? À 20 minutes. Ok. C'est une petite très bien à reco. côté de chez toi, si tu veux. Voilà. Cet s'appelle épisode est sponsorisé par notre ostéo. Il s'appelle pas Grégoire, le tien? Non, moi c'est Ingrid. Ok, différentes équipes. Voilà.
J'irai tester ton ostéo. Puis tu Il est testes top. Allez. C'était l'instant ostéo. Non, mais ouais, tu vois, je peux comprendre que ce soit pas un poste de dépense que tu vois forcément Oui, prêter. et c'est normal. Hein. Et bon, En vrai, je c'est- juge jamais les gens qui me viennent. Si on anticipe le truc, en effet, c'est quelques centaines d'euros de conseils juridiques. Si on arrive après qu'il y ait une merde, ça en chiffre un peu fait, plus. c'est assez compliqué de restreindre l'intervention à une centaine d'euros. Bon, c'est pas non plus 10 000 balles. Hein. Bon, j'ai déjà eu des 10 000 balles, mais là, c'était vraiment la turbo. C'était compliqué. Donc, en effet, après, c'est des choix à faire. En vrai, il faut pas non plus se mettre martel en tête. Hein. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais le juridique, c'est quand même bien pratique. Ça rime. Et en effet, ça permet d'éviter quand même beaucoup de soucis après, quoi. Et les Donc, antibiotiques, c'est pas automatique. Ouais, c'est ça. Pour ce moment. Et alors, du coup, prenant aussi, je pense, une des situations où nous, en tout cas, on a eu des gens qui nous ont demandé de l'aide sur une des situations les plus courantes, c'était quelqu'un m'a piqué mes contenus, entre guillemets, ou a republié des contenus dont je suis à l'origine et sur lesquels j'ai les droits, en particulier sur une plateforme d'origine chinoise dont je ne citerai pas le nom. Coucou TikTok. Non, voilà, avec en split screen, avec du savon magique, du découpage de savon, un truc comme ça, je vois. Comme ça, ouais. Je suis familière. Comment réagir donc si ça arrive? Qu'est-ce que toi tu conseilles et proposes aux personnes qui arrivent en disant voilà, ça fait plusieurs fois que cette chaîne ou ce compte pique mes contenus et fait plein de vues, comment réagir? Qu'est-ce qu'on fait? Que faire dans ces moments-là? Bah, en vrai, assez étonnamment, moi j'aime bien TikTok d'un point de vue juridique parce que attendez, ne vous affolez pas dans les commentaires. Cet extrait, on va le faire tourner en boucle. C'est un truc un peu sponsor, en mode genre j'ai un pin ou un truc comme ça. Ouais. Alors, en fait, c'est cool parce que dès lors que tu signales un contenu et que tu es accompagné juridiquement, c'est le problème, généralement, le contenu ou le compte sont complètement take-down assez rapidement. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est sur TikTok, Meta, etc. C'est de se poser la question, est-ce que ça me dérange ? Parce que par exemple, il y a des personnes qui sont venues me voir en mode bah c'est quoi ce bordel ? Et je leur dis bon bah voilà, en effet, droit d'auteur, contrefaçon, atteinte à l'image, machin. Et en fait, la personne, c'est ok parce qu'en fait, le compte renvoyait par exemple à son compte officiel. Autre possibilité, je suis créatrice de contenu, je vois que genre sur Twitch ou sur YouTube, des choses comme ça, je vois qu'il y a un compte TikTok qui n'est pas le mien, mais qui reprend des highlights ou qui reprend un peu en format short limite des extraits. Et en fait, moi, ça me va bien parce que c'est une communauté, je sais pas, de 50 000 personnes. Est-ce que je rachèterais pas cette chaîne plutôt que de la takedown? Après, ça, c'est les hypothèses dans lesquelles vous êtes OK avec le fait que ce soit pas vous qui exploitiez cette chaîne. Si vous n'êtes pas OK du tout, ce que je recommande, c'est de m'appeler. C'est de se dire déjà que c'est pas normal. Parce qu'en fait, moi, en tant que créatrice de contenu, admettons, donc en tant qu'autrice, j'ai des droits d'auteur qui se génèrent automatiquement sur les contenus. D'accord ? J'ai deux types de droits. J'ai les droits patrimoniaux, ceux qui vont représenter des sous. C'est les droits où la durée légale, c'est 70 ans à partir de la mort de l'auteur. Et j'ai les droits moraux, qui seront toujours à moi. Ce sera toujours comme ça. Par exemple, la flûte enchantée de Mozart. Il est mort depuis longtemps, Mozart, on est d'accord. Les droits patrimoniaux, il n'y en a plus. Sur la flûte enchantée en tant que telle. Par contre, les droits moraux, eux, ils restent là parce que c'est ad vitam aeternam, c'est un des privilèges du droit d'auteur à la française. Donc déjà se dire que le fait de reprendre un contenu sans l'autorisation de l'autrice, c'est une contrefaçon, déjà. En plus de ça, on peut avoir un problème sur l'atteinte au droit à l'image. Parce que moi, voir mon visage à un endroit où je ne suis pas d'accord, eh ben, je peux m'opposer. En droit d'auteur ou en droit à l'image, comme dans plein d'endroits dans la vie, on parlait de Darmanin, le consentement, il est jamais implicite. Le quoi ? Le consentement. Le quoi ? Le consentement. Il est jamais implicitement cédé. Le droit d'auteur, il faut avoir, même d'ailleurs le droit à l'image, il faut effectivement avoir absolument un écrit qu'on appelle express et spécial, ça veut dire qu'il est fait exprès pour, quoi, pas planqué dans un contrat de travail ou des choses comme ça. Il faut en effet constater qu'il y a une cession qui est faite régulièrement, donc dans le sens c'est fait correctement, quoi, du droit d'auteur et du droit à l'image. Et dans certains cas, ça c'est un peu mon petit kiff, parce que là c'est salade tomate oignon en termes de pré-contentieux, c'est quand le créateur ou la créatrice a déposé son pseudonyme à titre de marque. Ouais. Exemple, Squeezie, c'est une marque qui est déposée. Il y a des ajustements à faire, je pense, sur le dépôt de marque en tant que tel, mais le truc est protégé. Si
une personne reprend mon contenu YouTube, admettons, on a un problème sur le droit d'auteur, on a un problème sur le droit des marques et on a un problème sur le droit à l'image, alors là, on peut y aller. En termes de... Soit on fait un signalement, parce qu'on a besoin qu'on agisse hyper rapidement, et du coup, là, je rédige mon petit truc selon les conditions générales de TikTok, ou de Meta, ou de YouTube, etc. Je lis les CGV à peu près tous les 6 mois pour me tenir à jour, parce que le truc un peu frustrant, c'est que signaler pour droit d'auteur sur TikTok, ou signaler pour droit d'auteur genre sur Twitch ou sur YouTube, c'est pas le même raisonnement, c'est le même raisonnement juridique pour moi, mais ce n'est pas la même façon de présenter les choses à la plateforme. Donc quand on a en effet une réutilisation, on peut soit signaler, soit on peut contacter la personne. Si vous avez envie de demander des sous, c'est tout à fait possible. Je le fais beaucoup quand il s'agit de chaînes de télé, par exemple. Je pense qu'on a reçu des chèques de toutes les chaînes de télé, en vrai. À peu près, genre TF1. Technique Presse People, finalement, on l'a pris sans demander. On a anticipé que ça allait sûrement nous coûter 4 000 €, vu que personne ne nous les réclame. Quand on les réclame, on te signe le chèque directement, parce que de toute façon, on est rentable. C'est ce qui se passe dans le sampling, par exemple. En fait, en mode genre, ça me fait chier à quel point, ça me rapporte à quel point, faire ce petit calcul-là. Mais en tout cas, il ne faut pas paniquer. Il faut juste se demander à quel point est-ce que ça me saoule et voir les fondements juridiques qui sont à notre disposition. Et d'expérience, que j'imagine que tu as été confronté à plusieurs plateformes dans ce genre de situation, tu as des bons retours, c'est long à traiter, est-ce que tu parles avec des humains, est-ce que tout est automatique, En vrai, TikTok et YouTube marchent bien, ça c'est chouette. Meta, je peux avoir un petit peu plus de difficultés, mais mon métier, en effet, ça fait partie de retirer la charge mentale du créateur ou de la créatrice sur ce point-là, et en fait de relancer. En mode genre, sauf erreur de notre part, nous n'avons pas reçu de réponse au signalement numéro B12-883, quid ? Et en fait, tu relances. Juste, Meta est un peu plus long pour l'instant, en tout cas sur tout ce qui est droit d'auteur, mais ultra rapide sur tout ce qui est droit des marques. Donc en effet, le plus confortable en tout cas pour moi, c'est quand le créateur ou la créatrice a plusieurs fondements juridiques, et comme ça, je peux choisir. Ou alors je fais je fais un mix. Ça nous était arrivé sur de l'intelligence artificielle je reprends ta voix et je fais des petits contenus TikTok avec ta voix, c'est ta voix, hyper badant déjà, et ben en fait moi je fais un petit mix en mode alors on va tenter un peu de droit à l'image, on peut réfléchir peut-être à de l'usurpation d'identité, on peut réfléchir à de la contrefaçon, on peut réfléchir à beaucoup de choses, et en fait en fonction des instructions que me donne le créateur ou la créatrice, soit je fais péter le contenu, soit je fais péter toute la chaîne, soit on demande un dédommagement quoi. Ça me fait penser à la dernière vidéo qui est sortie il n'y a pas très longtemps de la chaîne 911 Avocats sur l'affaire entre Jay Phoenix et le jeu vidéo et le jeu de société. Très intéressant parce qu'elle détaille un peu aussi tout ça, là, les différentes façons d'attaquer sur la marque, sur la diffamation, etc. Très intéressant. En effet, ça c'est des choses qui sont importantes parce que je trouve que ça fait partie on se rend compte que la création de contenu, ça a de la valeur et pas que, entre guillemets, d'un point de vue prod, d'un point de vue marque, ça a une valeur intrinsèque, quoi, avec le droit d'auteur, avec le droit à l'image, etc. etc. Retournons un petit peu la situation, parce que donc là, on parle des créateurs qui se font voler leur image, droit d'auteur, etc. Mais il y a quand même encore beaucoup de créateurs de contenu et créatrices de contenu qui ne connaissent pas eux-mêmes les règles de droit d'auteur et qui utilisent des contenus qui ne sont pas eux, sans donner de nom, mais je me rappelle quand on était au YouTube Space, on avait top créateur français qui était venu nous voir, et dans la discussion on a compris qu'il avait utilisé la musique d'un DJ, que le DJ lui avait dit merci mais non merci, et il lui avait répondu tu te rends pas compte la pub que je te fais quoi, ça va, tu vois, et depuis, il est super professionnel et ça ne se reproduira pas. Mais il y en a plein qui n'ont juste pas conscience de ce que c'est. Qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Comment on les éduque, ces créateurs là-dessus, pour toi ? Est-ce qu'on peut encore les éduquer, pardon, je te coupe, mais est-ce qu'on peut encore les éduquer dans l'ère dans laquelle on est, où sur les réseaux sociaux, les droits d'auteur sont très très peu respectés de tous les côtés, quoi. En vrai, c'est pas évident. En fait, je pense que si la personne, elle s'intéresse au sujet de manière générale, il est toujours possible. Mais dans la grande majorité des cas, généralement, si tu t'es pris soit un strike de YouTube, tu vois, pour droit d'auteur, soit il t'est arrivé des problèmes pour t'intéresser en effet au sujet du droit d'auteur. Après, je trouve que le droit d'auteur, c'est quand même un
privilège en tout cas de notre système juridique français, parce que par exemple aux États-Unis, en droit anglo-saxon, c'est le copyright qui prime, et en fait c'est la personne qui a les sous, donc l'investisseur, qui a les droits. C'est pas l'artiste, c'est la personne qui investit. Et nous c'est l'artiste. Pour une fois qu'un truc dans le droit c'est simple, c'est droit d'auteur. C'est l'auteur qui a les droits. Donc en fait, comment est-ce qu'on peut s'éduquer ? C'est soit me poser la question en vrai, soit faire ses petites recherches sur le droit d'auteur, comment ça fonctionne, et on retombe souvent sur nos pattes. C'est juste qu'il y a pas mal d'interprétations dans le droit d'auteur, sur les droits patrimoniaux, les droits moraux, mais plus t'en fais, plus t'es à l'aise avec le sujet. Mais je prends l'exemple de la musique où il y a des droits qui sont assez complexes entre les droits du producteur, le producteur de phonogrammes et tout. Ouais. Voilà, donc c'est hyper dur de comprendre qu'est-ce que tu as le droit de faire, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire. Surtout en plus quand les contenus que tu crées appellent à de l'illustration, par exemple. Je pense à tous les créateurs et créatrices de contenu qui font des contenus journalistiques, des contenus explicatifs, des contenus, en effet, ils ont besoin de parler d'autres contenus, genre Adam Bros que vous avez eu par exemple, je pense pourquoi pas à Sabine, je pense pourquoi pas, je sais pas, à Amy Story, etc., où c'est des créatrices de contenu qui ont besoin, pour illustrer leurs propos, de diffuser d'autres contenus. Et là, tu as les exceptions au droit d'auteur qui peuvent en effet s'appliquer. Genre le droit de citation. Du moment que c'est court, justifié et sourcé, on peut en effet y aller. Mais comme on n'a jamais le droit à une exception, il faut être bien carré sur le respect de ces 3 critères, parce que si t'en manques un, c'est contrefaçon. Ouais, et attention au court, parce que c'est non seulement court par rapport à l'entièreté de l'œuvre que tu cites, mais c'est aussi court dans ton œuvre. C'est-à-dire que si ta vidéo elle fait 1 minute et que tu utilises 40 secondes d'une autre œuvre, ça marche pas. Et quand t'es pas solide sur tes appuis, il vaut mieux trouver une autre solution. Par exemple, vous voyez La Flamme de Jonathan Cohen, c'est une parodie de The Bachelor aux États-Unis. Et en fait, là, on n'était pas sûr sur l'exception, donc c'est une autre exception qui s'appelle l'exception de parodie. Donc en fait, on n'a pas vu les montants, vu Canal+, etc. On a fait un contrat de licence et puis voilà. En fait, quand on n'est pas sûr, soit on se renseigne, soit s'il y a beaucoup de sous, peut-être trouver une autre solution. C'est ce qui s'est passé avec 4 mariages pour lune de miel avec Océane. En fait, elle s'est fait un peu striker, je pense, par l'ayant droit, donc c'est la personne qui a les droits, la société de prod, et en fait tout a dégagé de sa, à mon grand dame, tout a dégagé de sa chaîne YouTube. Et c'est pour ça que on parlait de Love is Blind, enfin je parlais de Love is Blind en off. C'est pour ça que Domingo, par exemple, dans son live d'il y a 2 jours ou 3 jours, quelque chose comme ça, moi je le regarde en replay, il disait justement merci à Netflix de nous avoir permis de... C'est ça, donc il a contracté, enfin il a contractualisé. Est-ce que... Et même parfois c'est l'inverse, c'est... les chaînes qui demandent mais il faut que qui payent pour que tu en parles. Mais ça, au moins, ça, c'est la preuve que ces chaînes-là, ou ces distributeurs, ou ce qu'on appelle des SMAD, des services services médias audiovisuels à la demande, genre Netflix, ou Amazon Prime, par exemple, un dernier, Disney+, ils ont Salto, compris... On ne parle pas de Salto ici, je rigole. HBO Max, Sean Combs, Didi, Daddy. OCS, etc. Eux, ils ont compris aussi tout l'enjeu que pouvait avoir la création de contenu. Peut-être en opposition à d'autres ayants droit qui sont peut-être en mode mais qu'est-ce que c'est ça, Twitch ? Non, je ne veux pas, je bloque. Et en fait, c'est un peu dommage parce qu'il y a des vraies richesses en fait. Est-ce que... Il nous reste 10 minutes. Pour aller, c'est pour ça, pour aller un peu sur une dernière ça question. Passe vite. Mais on est bien avec vous. On est bien installé. Ça, le dos, tu vois, si tu remontes. Ton dos va bien, ta côte va bien. Je ne bouge pas. Okay. C'est top. Je vous sens un peu tendu là. Non, c'est le patch chauffant fait son effet. Donc vraiment là, je suis un coq en pâte. Un sujet très d'actualité justement, c'est le début de l'apparition des clones IA, qui peuvent être entre guillemets choisis. Un peu comme tu disais tout à l'heure, des fois les créateurs qui sont ok avec ça, d'autres qui choisissent pas. Donc ça peut être pratique de se dire là en fait je peux pas retourner mon intégration, je mets mon clone IA, etc. Mais aussi toutes les utilisations qui ont commencé à être faites, parfois des petits malins, petites malines qui ont fait attends, je peux prendre l'image et la voix de Cyprien pour vendre mon application mobile. Qu'est-ce que tu conseillerais par rapport à cet aspect justement futur clone IA, mais aussi même de manière générale, les choses à mettre en œuvre par les créateurs et les créatrices pour protéger leur contenu, leur image, leur identité de créateur-créatrice justement? Qu'est-ce que tu conseillerais de mettre en place, je veux dire ?
Le dépôt de marque, ça peut être chouette. La question qu'on se pose en effet, parce qu'on n'a pas des droits sur un pseudo ou sur une catchphrase ou sur un slogan par exemple, tant qu'on n'a pas fait de dépôt. C'est la différence entre le droit des marques et le droit d'auteur. Le droit d'auteur, je donne des cours aussi, donc vous me dites si ça devient trop... Le droit d'auteur, nous avons vu ensemble la session précédente qu'il était autogénéré dès lors qu'il y avait une œuvre, à l'inverse de tout ce qui est droit des marques, où en fait là on a un dépôt, ce qu'on appelle ad validitatem, un mot latin pour faire kiffer, c'est valide que si on a un dépôt auprès de l'INPI. Donc ça veut dire que si on ne protège pas un élément qui est important pour nous, il est protégé que dans notre tête. Moi, si ça m'amuse, demain, je dépose il faut pas le faire, mais je dépose, parce que c'est de mauvaise foi et le retour de bâton est violent. Mais il y en a qui peuvent le faire de manière de mauvaise foi, qui font bien chier. Mais je dépose les pseudos de mes créateurs et mes créatrices préférées et je leur demande de les racheter après. Donc en fait, là, ça fait... Comme on le faisait avec les sites internet. C'est comme ça que j'ai payé mon Master 2. Ça s'appelle du cybersquatting. Tu réserves des noms de domaine et après tu les revends quand on en a besoin. Après, je suis pas Rothschild, mais voilà. J'avais déposé masterdroitnumérique.fr, donc voilà, et .com. Mine de rien, tu les achètes $20, tu les revends 500 balles, franchement, moi ça paye mes frais de scolarité, quoi, donc avec plaisir. Le dépôt de marque, c'est bien en effet parce que ça permet de créer un patrimoine pour le créateur ou la créatrice, c'est empêcher que d'autres gens s'appellent comme nous sur les réseaux sociaux. La question de savoir c'est quand est-ce qu'on le dépose, c'est à quel point ça te fait chier. Qu'on reprenne ton nom ou qu'on reprenne un élément de ton merge par exemple. Là, il faut y réfléchir sérieusement. C'est un peu cher le dépôt de marque parce qu'il y a des taxes et parce qu'il y a des honoraires. C'est super compliqué aussi. Et c'est super compliqué. T'accompagnes toi là-dessus ? Ouais. Parce qu'on vient d'en faire une, nous là. On bah, t'appellera la prochaine fois. Si vous voulez, je vous montrerai. C'est ça. Il y aura un épisode spécial dépôt de marque. Parce que dépôt de marque, quand vous déposez une marque, on vous demande dans quelle catégorie. Ouais. Est-ce que vous êtes une société qui fait de la musique ? Est-ce que vous avez fait une marque de vêtements ? Est-ce que vous faites de la papeterie ? Est-ce que vous faites des produits dérivés ? Alors 25, 16, 41. Alors justement, on a déposé ceux-là. Mais alors que c'est déjà déposé par d'autres et ils nous disent mais c'est pas grave. L'INPI s'en fout complètement. On comprend. En fait, l'INPI ne regarde pas si on a déjà une marque qui est déposée. Ce sera au moment de ce qu'on appelle la période d'opposabilité ou des tiers. C'est un peu comme la publication des bancs quand on se marie. C'est on va afficher votre demande de marque au BOPI, au bulletin officiel de la propriété intellectuelle, et ce seront aux personnes qui ont des droits antérieurs de réfléchir, de se réveiller, de dire moi j'ai un problème avec ça. Mais en effet, l'INPI, elle ne regarde pas. Typiquement, donc nous, on a payé un dépôt, mais que ça se trouve, dans 2 ans, il y a quelqu'un qui va dire non, c'est moi. Dans 2 mois. C'est 2 mois. Combien ? 2 mois. 2 mois. Oui. J'ai eu, moi, déjà le 1 mois et 3 semaines, j'ai reçu un gros courrier recommandé pour un truc vénère. Donc 2 mois, en fait, période d'opposition, merci, au revoir, et j'ai perdu mon argent. Quoi. Ouais, c'est comme poser sa candidature à des masters, par exemple. Si t'es pas accédé dans le master, ils vont pas te rendre ta thune. Mais c'est très frustrant parce qu'en fait, si tu sais pas, tu fais pas. Et je vous montrerai, si vous voulez, des exemples de marques qui sont très mal déposés, alors que c'est quand même des très très gros noms. Soit c'est déposé, ou pire, j'ai eu un truc où ça m'a vraiment fait mal au cœur pour la personne, c'est que la personne a fait l'effort de réfléchir au truc et en fait, la personne, elle n'est pas propriétaire de sa marque. Parce qu'en fait, ça a été déposé, soit ça a été fait exprès, soit pas exprès, peut-être pas partir de... Mais quand on sait pas, on fait pas vraiment. Et ça, c'est... Franchement, ça me fout le seum. Parce que je suis en mode, mais putain... Et donc, ça veut dire que, passé 2 mois, s'il y a une autre marque qui s'appelle comme toi... Tu peux l'attaquer en contrefaçon si tu veux, s'il y a des activités concurrentes. Genre par exemple, Roxane Tierbass, c'est mon prénom et mon nom de famille. Ce qu'on appelle une marque patronymique, c'est ce qui arrive par exemple dans la haute couture, Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier, c'est des vrais blazes. Moi, service juridique par exemple, c'est la classe 45. Admettons, je fais de la papeterie parce que j'adore la papeterie, c'est la classe 16. Et si là elle est pas déposée, ne le faites pas s'il vous plaît, mais bon. Si en effet là j'ai ma marque enregistrée, déposée, etc. et qu'il y a une autre personne qui s'appelle Romane Tirmas qui veut faire aussi du service juridique, moi je peux dire non, Bibi elle était là avant. Oui, mais donc si toi, je dépose une marque pour faire du juridique qui s'appelle Roman Tirmas. Ok. Toi, tu as 2 mois pour dire... Si j'ai des droits antérieurs, ouais. Voilà, tu as 2 mois pour dire non... et il faut que je sois au courant, parce que l'INPI elle viendra pas te faire « Coucou !» Exactement. Et donc, passé ces 2 mois, qu'est-ce qui se passe ? La marque est enregistrée. S'il n'y a pas d'opposition. Roman Tirmas existe et tu ne peux plus rien faire. On peut en effet faire péter toute la marque. Ça s'appelle une procédure en nullité. Mais c'est assez lourd juridiquement et c'est pour ça que
j'accompagne plein de gens, de plein de backgrounds différents, de plein de moyens juridiques et financiers différents. Mais pour les gens qui ont peu de moyens juridiques, j'encourage fortement à mettre en place ce qu'on appelle de la surveillance. Ouais. C'est-à-dire que c'est un prestataire externe qui va en fait regarder tous les jours ou toutes les semaines, je vous dis une bêtise, est-ce qu'il y a des marques qui viennent d'être publiées et qui pourraient me poser problème. Donc vraiment, le droit des marques, c'est un levier qui est très chouette, notamment avec de l'intelligence artificielle, etc. Et sur tout l'aspect droit à l'image et droit d'auteur, pour revenir à ta question, il ne faut pas hésiter, en tout cas si on voit qu'il y a un problème, genre, c'est marrant, c'est mon visage, c'est ma voix, mais c'est pas moi. Là, ça fait un peu chier, puis c'est un peu traumatisant, mine de rien. Il faut pas hésiter à contacter un ou une professionnelle du droit pour voir ce qu'il est possible de faire, mais généralement, on les loupe pas, ce genre de dossier, parce qu'il y a aussi potentiellement de la détresse émotionnelle, et je pense, bien sûr, pour les créatrices de contenu qui nous regardent, à tout ce qui est pornographique. De positions dégradantes, des choses comme ça. Magla en avait parlé, Manon Bril en avait parlé, Justine en avait parlé. Donc c'est hyper violent psychiquement et ça doit pas faire partie du game en fait. Mais malheureusement, le droit à l'image et le droit d'auteur, c'est des leviers qui sont puissants, mais qui sont encore plus puissants quand ils sont combinés avec d'autres fondements juridiques comme le droit des marques. Où là, le droit des marques, c'est noir ou blanc. Il n'y a pas d'interprétation, c'est marque déposée, utilisation autorisée, contrefaçon. C'est pour ça que c'est fort comme protection de déposer ça, quoi. Mais c'est pour ça qu'il faut faire la démarche, en fait. Et ça, quand tu le sais pas, personne ne te l'a dit, tu peux pas deviner, quoi. Et pour finir, du coup... Et pardon, juste, c'est grosso modo 400 € et quelques, si je dis pas de bêtises. Ouais, en fait, en taxe pure, c'est 190 € pour la première classe et tu rajoutes 40 € par classe supplémentaire. Donc, avec les honoraires, si c'est moi qui fais le dépôt, en effet, il y a toute une réflexion de est-ce que c'est craignos de faire un dépôt ou est-ce que c'est vraiment l'autoroute du kiff, il n'y a pas de souci. En moyenne, le panier moyen, entre guillemets, c'est entre 3 et 6 classes pour les créateurs et créatrices de contenu avec des activités habituelles, entre guillemets, de créateurs, créatrices de contenu. On est c'est pas contractuel comme information, mais on est entre 600 et 950 € en tout pour un dépôt de marque français. Donc ça, au moins, c'est pas mal c'est un peu d'y cher, réfléchir. mais ça vaut le coup, quoi. Ouais, après, ça, c'est avec les honoraires. Hein, vous n'êtes pas obligé de passer par moi, mais je l'encourage un peu parce que je vous montrerai des marques qui sont vraiment très mal déposées. Même moi qui ai un peu des notions juridiques, machin, ça, j'y comprends rien. Moi, j'en apprends presque à chaque dépôt. Hein. T'es en mode genre, mais où est-ce qu'il a rangé ce truc-là ? Ah, ils l'ont rangé là. Parce que tout n'est pas hyper évident. Genre, le podcast, l'objet, c'est classe 9, mais la diffusion de podcast, c'est classe 41. À ne pas confondre avec hébergement de podcast 42. Livre, en fait, est-ce que ça rentre dans tel ou tel truc ? Est-ce que c'est un autocollant, mais est-ce que c'est un autocollant pour pare-brise, par exemple ? Parce que moi, j'ai des garages automobiles, ils s'en foutent de l'autocollant genre Panini, pour ne pas citer de marque. C'est encore autre chose, c'est plutôt la classe 5, plutôt classe 16. Les amis, le temps est contre nous. Roxane, si on veut te faire appel à tes services ou te demander conseil, comment te contacter et comment est-ce que tu fonctionnes du coup ? Je peux le faire. Dans la description, là. Oui, avec plaisir. De toute façon, même juste de taper mon nom et mon prénom, vous me trouvez sur LinkedIn. J'ai un Instagram pro. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent aussi comme ça. Un petit DM. Un petit DM, dans le respect des conditions générales d'utilisation de la plateforme. Pas de dick pic, s'il vous plaît. Et entre 9h et 18h, s'il vous plaît. Sinon, je réponds pas, c'est pas grave. Je réponds le lendemain, quoi. Ou par mail, avec plaisir. Grand plaisir, ouais. On met tout ça dans la description, sérieusement. On met tout ça dans la description. Écoute, merci beaucoup à toi. On va faire un petit final parce que on a envie de dire continue à créer, publie, recommence, mais en respectant le droit d'auteur et toutes les formes juridiques qu'il faut dans la création de contenu. Non, merci beaucoup, Roxane. Merci. C'est un plaisir. On se refera un épisode spécial dépôt de marque. Je pense qu'on peut faire plusieurs épisodes. Prenez un peu de paracétamol avant, par contre. Mais non, ça va être super fun. Oui. Et merci beaucoup. Merci à vous surtout.